On n'est pas forcément éduqué en tant que femme dans la sororité. Il y en a une, vraiment, c'était un coup de cœur à la fac. Ce qui est compliqué, je trouve, à l'âge adulte, c'est de se refaire des amis. On n'a pas eu de dispute ni quoi que ce soit, mais j'ai ressenti que c'était elle qui principalement voulait s'éloigner. Je leur ai dit, les filles, est-ce que vous pouvez m'envoyer des audios comme si vous commentiez un match de foot? Bienvenue dans le podcast Gang de copines. Ici, la sororité n'est pas un slogan. C'est une expérience vécue, riche, complexe, parfois bouleversante. Tu vas entendre mes discussions, profondes ou légères, avec des femmes qui partagent leur histoire, leur expertise et leur combat. Tu vas entendre des histoires vraies, sans filtre, de femmes qui tissent des liens, traversent des tempêtes et s'élèvent. On célèbre à la fois la force et la fragilité des amitiés féminines. On ose parler de ce qui gêne, de ce qui répare. Gang de copines, c'est l'espace où la sororité s'assume, se questionne et se vit pleinement. Bonjour Manon. Coucou Elodie, ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va. Contente d'être là? Je suis super contente d'être là. Franchement, j'ai trop hâte de faire cet épisode. Ah moi j'ai trop hâte d'entendre ce que tu vas raconter sur la sororité, trop bien. Merci beaucoup pour l'invitation. Avec grand plaisir. Alors toi tu vis en Île-de-France et tu es formatrice podcast et médias. Déjà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ces activités? Ben oui, avec grand plaisir. Alors effectivement, moi je suis formatrice podcast et médias. J'ai un petit peu inventé mon métier quand je me suis lancée. À la base, je travaillais à la radio. En fait, j'ai fait beaucoup de radio, j'ai fait beaucoup de vidéos et donc quand je me suis lancée à mon compte, il y avait ce truc de transmission que j'ai toujours aimé et donc j'ai voulu relier un petit peu tous mes centres d'intérêt et connecter tout ça. Et il s'avère que j'ai vu rapidement la difficulté particulièrement qu'avaient les femmes à se lancer et pourtant l'envie qu'elles avaient de se lancer, sur le format média ou podcast et donc voilà, j'ai conçu tout, un accompagnement, pour les accompagner notamment sur 3 mois pour se lancer et puis même après quand elles sont lancées, une fois lancées pour, aller, progresser et cetera, quoi. Alors, j'ai 2 questions. Tu viens d'expliquer, en fait, c'est ton analyse de les femmes ont du mal à prendre la parole, on va dire, et à se lancer, qui fait que tu cibles uniquement les femmes? Ou il y a aussi autre chose? Oh, il y a un peu de tout, je pense que déjà j'ai toujours été, très engagée sur les questions, féministes notamment. Donc pour moi, c'était quelque chose d'important et quand j'ai lancé mon entreprise, je me suis dit que c'était l'occasion aussi de construire un business, complètement aligné avec, mes valeurs, qui j'étais. Aussi parce que sincèrement, je suis plus à l'aise de manière générale à travailler avec des femmes et qu'au fur et à mesure de mes recherches, je me suis vraiment rendu compte que qu'il y avait des vraies études qui montraient à quel point, les femmes étaient, invisibles en fait sur internet, dans les médias et quand elles étaient visibles, c'était pas toujours la meilleure image. Donc c'est vrai qu'il y a ça et j'ai oublié de mentionner aussi qu'en parallèle, d'où le terme formatrice à la base, c'est que j'interviens dans les établissements scolaires auprès des jeunes pour les sensibiliser à tout ce qui est fake news, esprit critique. Donc on vient, débunker l'information, je les aide à créer des émissions de radio et cetera. Donc voilà, c'est 2 pôles très, très enrichissants et liés à mes valeurs de vouloir, aussi, transmettre la bonne information et que chacune puisse, développer un esprit critique et construire des projets qui leur ressemblent, quoi. Tout à l'heure, tu as parlé de médias. Est-ce que tu peux juste nous préciser de quels médias? Parce que tu formes au podcast et tu formes aussi à créer des médias. De quel genre? Le podcast, déjà, c'est considéré comme un média. Chaîne YouTube, pour l'instant, j'ai pas développé d'offres sur ça, mais par exemple sur les accompagnements, individuels ou en séance de conseil, c'est des choses sur lesquelles je forme et voilà, donc c'est plutôt au sens large. Je dirais que pour moi, les médias, c'est les formats plus longs. Heu et puis aussi, alors on peut inclure les réseaux sociaux, mais pour moi, les réseaux sociaux, c'est plutôt la plateforme qui va permettre de propulser le média. Mais ça n'en reste pas moins qu'il peut y avoir des blocages liés à la visibilité, au fait de se montrer, au fait de s'exprimer et cetera et tout ça, c'est des choses que je travaille, en fait, avec mes clientes parce qu'il y a des gros, gros blocages à ce niveau-là, quoi. Donc on sent déjà bien là l'esprit, de sororité, dans Ouais. l'accompagnement que tu fais,
avec des femmes. Qu'est-ce que c'est pour toi, de manière générale, la sororité? Pour moi, la sororité, c'est quelque chose de très, très important. On n'est pas forcément éduqué en tant que femme dans la sororité, d'ailleurs. Je pense qu'on a toutes eu des périodes, que ce soit particulièrement au collège ou au lycée où on apprend à critiquer aussi, les autres femmes, à être en compétition avec les autres et pour moi, la sororité, en fait, c'est d'une part de s'extraire de ces comparaisons constantes avec les autres femmes et de s'accepter, d'accepter les autres femmes, pour ce qu'elles sont et de se soutenir parce que je pense qu'on a suffisamment, de problématiques et d'injustices en tant que femme et qu'on se doit en fait de se soutenir et de s'élever ensemble. Oui, évidemment! Je ne peux qu'approuver cette, définition et cette façon de voir les choses et en effet, on vit dans un monde qui n'est toujours pas, équitable et du coup, je trouve ça évidemment aussi important qu'on se soutienne, les unes les autres, dans le quotidien, dans nos activités professionnelles et tout ça donc voilà. Ah carrément, non mais puis je pense qu'il y a vraiment ce truc, qui est parfois compliqué, on va pas se mentir, même à l'âge adulte et puis je pense que c'est compliqué même quand on a nos business, on va pas, se mentir. Des fois, oui, ça peut arriver qu'on ait envie de se comparer, qu'on trouve que l'une elle est meilleure que nous et cetera et en fait, ça, c'est des biais cognitifs qu'on nous a inculqués depuis tellement le plus jeune âge que c'est compliqué de s'en extraire et c'est aussi de prendre ce recul et de se dire: «OK, est-ce que vraiment, j'ai besoin d'être en compétition avec cette personne ou est-ce que, heu, on n'apporte pas chacune quelque chose, à une échelle différente, quoi?» Et est-ce que cette personne, ça peut pas plutôt être une source d'inspiration pour la Exactement, personne que moi j'ai envie de devenir plutôt que de me comparer et jalouser, ouais. Mais c'est pas absolument. facile, hein. C'est pas facile, mais c'est bien de partager ce genre de message du coup. Merci beaucoup. Bah, merci pour, le canal pour le diffuser aussi, de l'opportunité de diffuser ce message. Comment tu décrirais toi ton cercle amical actuel? Je dirais que mon cercle amical actuel, il me remplit de beaucoup de choses. Il est très, diversifié et aligné avec qui je suis aujourd'hui et je suis, extrêmement contente. J'ai déjà de l'émotion qui arrive rien que de parler de mon cercle amical. Voilà, c'est un cercle amical que je pense que j'ai cherché pendant très longtemps et je suis contente de l'avoir, actuellement dans ma vie. Si on revient un peu dans le passé, tu as vécu à l'étranger juste après tes études et du coup, je voudrais savoir qu'est-ce que ça a changé dans ta vie amicale et dans ta façon de voir les amitiés? C'est une super question. Je suis en train de voir déjà. Je pense qu'avant de partir, j'avais beaucoup cette notion, j'étais très attachée au fait de toujours avoir, une meilleure amie. Je pense que depuis le plus jeune âge, j'avais, ce truc en fait de: «Ah tiens, c'est ma meilleure amie», bon après il peut y avoir des ruptures ou des éloignements, mais j'avais toujours une meilleure amie pendant plusieurs années et cetera et en fait, quand je suis partie, bah, je ce concept-là, n'est plus possible déjà parce que quand on bouge régulièrement et qu'on vit à l'étranger, moi j'ai voyagé en sac à dos, donc pour le contexte, j'ai voyagé 9 mois en Amérique latine en sac à dos et après j'ai vécu 2 ans et demi en Australie. Donc pendant ces 9 mois, oui, je pouvais avoir des amitiés, mais c'est pas des amitiés où, enfin je savais que ça allait terminer un jour ou l'autre. Donc oui, au départ, ce que ça a changé, c'est l'intensité, parce que ça peut devenir tout de suite très, très fort. On se lie très vite, avec des personnes. Comme ça peut être aussi très triste parce que du coup, ces personnes, tu es obligé de les quitter et donc du coup, ça Ah ça ouais. ça crée des montagnes russes, en fait, émotionnelles et c'est pas toujours facile à gérer. Et puis après en Australie, ça m'a plutôt apporté, un ancrage à un moment donné parce que j'étais vraiment, posée et j'étais pas dans une période de ma vie où j'étais très, très bien, à ce moment-là, au début de mon expérience. Donc je pense que ça m'a beaucoup aidée, d'avoir des amis. Et alors il y en avait qui partaient, mais il y en avait qui restaient aussi et donc du coup, j'ai pu commencer à construire aussi des relations un peu plus, pérennes, en fait, avec des personnes et ça, je me suis rendu compte que c'était quand même agréable. Alors il y a je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. Tu as parlé de ta meilleure amie. La meilleure amie que tu avais avant de partir en Amérique latine, cette relation amicale s'est arrêtée?
Pas sur le moment. Alors, je pense qu'avant de partir, je dirais que j'en avais 2 meilleures amies. Alors, il y en a une, vraiment, c'était un coup de cœur à la fac. On s'est vraiment, c'est ce genre d'amitié où on se reconnaît et donc elle s'appelle Noémie et en fait, c'est elle qui a été un petit peu mon effet papillon sur le voyage parce que j'avais vraiment ce truc de: j'ai envie de voyager», mais j'osais pas spécialement partir seule. Et ça faisait 6 mois qu'on se connaissait. Elle m'a dit: «Bah, écoute, cet été, moi, je pars en Asie du Sud-Est, est-ce que tu veux venir avec moi?» Je pars, 1 mois ou 2 mois, je sais plus. On avait 19 ans et donc du coup, on est partis ensemble et en fait, notre amitié, enfin, on a beaucoup de points en commun liés au voyage et on est très complémentaires. On sait, enfin, c'est très fluide, en fait, de voyager ensemble, de vivre ensemble et cetera. Sauf que du coup, c'est pas une amie que je vois souvent parce qu'elle, elle voyage beaucoup, enfin, on était toutes les 2 à l'étranger donc peut-être qu'on se voit, là, elle est en Nouvelle-Zélande, par exemple, donc Ouais. l'année dernière, on s'est vus 3 fois dans l'année et c'était, the climax de notre amitié Waouh! depuis des années, quoi. Mais c'est à chaque fois qu'on se voit, c'est tellement, fluide et l'autre, c'est une amie que j'avais depuis la 5e, non, pardon, la 4e et hem et donc du coup, avec elle, on a vécu déjà des moments d'éloignement, notamment en terminale, à la fac, mais on se rapprochait. C'était un petit peu cette relation de sœurs, en fait. Vraiment, je connaissais sa famille, elle connaissait ma famille, donc oui, des fois, on se disputait, enfin vraiment, enfin, on a toujours un peu décrit cette relation comme des sœurs et quand je suis partie, on est restés en contact et je pense que cette amitié s'est arrêtée, peut-être 1 an après que je sois revenue. En fait, ça s'est, on n'a pas eu de dispute ni quoi que ce soit, mais j'ai ressenti que c'était elle qui principalement voulait s'éloigner et j'ai eu du mal effectivement à le comprendre, mais au bout d'un moment, j'ai compris qu'en fait, voilà, elle voulait aussi prendre son chemin et c'est la vie. Ouais, et tu lâché du coup, j'imagine, aussi? Ouais. Ouais. Oui, oui, quand j'ai compris qu'en fait, elle avait plus spécialement de temps pour moi et qu'elle voulait pas spécialement qu'on se voit, je me suis dit que ça servait à rien, d'insister au bout d'un moment. Mmh. Ouais. Et je vais aller creuser un tout petit peu le sujet de meilleure amie, puisque tu l'as employé. Qu'est-ce que ça représente pour toi, une meilleure amie? En fait, je pense que c'est le fait d'avoir, ma personne, je sais pas comment dire, mais d'avoir une connexion assez, intense avec une personne. Je pense qu'avec les années, ça s'est un petit peu plus, heu, enfin calmé, mais je pense qu'effectivement au collège ou au lycée, pour moi, c'était quelque chose de très fort, quoi. C'est mon âme sœur, c'est ma sœur, de cœur et je suis prête à tout donner pour cette personne, quoi. On a parlé de ton départ, et pour parler de ton retour, comment ça s'est passé avec les amis que tu avais, ici en France? Après, tu es partie voyager. Quand tu es revenue, qu'est-ce qui s'est passé avec tes amis d'avant? Bah, ça a été assez compliqué, en sachant que j'avais pas tant d'amis que ça en France en réalité parce que je suis partie, juste après, ma licence. Donc c'est-à-dire que enfin, même si j'ai travaillé un petit peu, après, je pense que l'après-études, c'est aussi un moment clé où on se fait un cercle, proche, local, et moi j'ai pas bénéficié de ça puisque je suis partie vraiment littéralement juste après. Donc je pense que ça a été, beaucoup de déception déjà sur des amis que j'avais à l'étranger et qui en fait, ne gardaient pas tant contact avec moi alors que moi j'essayais vraiment de garder du contact, de les appeler régulièrement et cetera. Donc ça, c'est vrai que c'était assez décevant. Pour les amis que j'avais donc il y avait cette meilleure amie que j'avais, depuis la 5e et une autre amie avec laquelle on s'est rapprochés par message, à l'étranger. Donc on va dire que ouais, j'avais à peu près ces 2 amies quand je suis rentrée. Donc il y en a une, on s'est éloignés, naturellement. Je pense que, la vie aussi fait que des fois tu prends des chemins, différents et puis voilà, c'est vrai que c'est difficile de laisser partir, des amis, mais c'est aussi la vie et pour l'autre, bah, du coup, on est devenus très, très proches aussi. Donc elle s'appelle Anaïta et on est devenus, très, très proches, voilà.
Et j'en ai une qui habite qui est de Paris aussi. Et ça, c'est pareil, c'est une amie que j'ai depuis la sixième. Mais c'est le genre d'amis que je vois assez de temps en temps parce qu'on vit pas forcément à côté, on n'a pas les mêmes emplois du temps, mais c'est toujours chouette de se revoir, quoi. Ton cercle s'est redéveloppé, de façon différente avec ta vie d'indépendante, c'est ça? J'ai pas tout de suite été indépendante, D'accord. mais oui, en plus, je suis en train de me rappeler que oui, j'avais quand même quelques amis en revenant. J'ai eu effectivement une amie, pareil, que j'avais revue en Amérique latine et quand je suis revenue, je la voyais énormément. C'est une amie avec qui j'ai vécu une rupture assez violente, puisqu'en fait, il y avait énormément de manipulation de sa part et cetera. Donc j'ai moi-même, j'ai moi-même, initié la rupture au bout d'un moment, la rupture amicale. Je crois que tu en as déjà parlé dans d'autres épisodes, mais c'est Oui! C'est un sujet pas facile et du coup merci d'en parler. je pense, voilà, je conseillerais peut-être d'aller sur cet épisode pour, plus de détails, je Ouais, pense, sur la thématique de la rupture. Mais du coup, effectivement, je pense qu'à mon retour, il y a eu beaucoup de ruptures amicales. Du coup, une difficulté à faire un cercle parce que quand je suis revenue, j'avais 25 ans et ce qui est compliqué, je trouve, à l'âge adulte, c'est de se refaire des amis. Je trouve que ah c'est, c'est vraiment hyper dur. super Ouais, difficile. ouais. Mmh, mmh mh. C'est hyper difficile. J'ai essayé de m'inscrire, vraiment à des activités, faire de la danse, j'étais vraiment en mode: «Excusez-moi, est-ce que vous voulez être mon ami?» Ouais, ouais, mais je comprends ça, hein. J'ai fait la même chose en changeant de région, de me dire: «Bon, bah, je vais m'inscrire dans un club de sport et puis je vais peut-être rencontrer des gens» et cetera et mais ça prend énormément de temps, hein Ça prend du temps. Bah, moi, ça m'a pris et de 4 ans, l'énergie. voilà. Ouais, bah, ouais, je comprends. Bah, je pense qu'au départ, c'était hyper difficile parce que, j'avais plus de cercle social, en fait et j'avais que ma famille. Donc après j'ai rencontré, mon ex donc du coup, là, j'avais un peu plus de vie sociale et donc du coup, j'avais ces amis qui sont devenus, des potes aussi, Ouais. tu vois? Avec qui, je suis encore un petit peu en contact aujourd'hui. Mais sinon, non, c'était très solitaire, je pense, niveau, cercle social. Et ce que du coup tu m'avais partagé, c'est que au démarrage de ton activité d'indépendante, enfin peut-être pas au démarrage, mais quand tu étais salariée à la radio, tu t'es fait une amie, Laetitia, avec qui tu as développé, une amitié qui continue aujourd'hui et qui va même plus loin que la sphère personnelle. J'ai été, journaliste, notamment à la radio et j'ai couvert un des événements qu'elle organisait en tant que prof de yoga. Parmi toutes les activités qu'elle fait, parce qu'elle est c'est OK, une vraie multipotentielle, elle a, 5 activités différentes, mais elle avait organisé un salon, du bien-être dans la région et donc je connaissais pas du tout Laetitia, en fait, j'y suis allée, j'ai couvert l'événement et j'ai commencé à la suivre sur Instagram. Et puis, en fait, quand je me suis lancée à mon compte, j'ai pareil, en fait, je manquais d'activité, j'avais envie de me recentrer sur moi, de faire attention à moi. J'étais dans une période où justement je suivais un programme pour, gérer, l'anxiété notamment et donc du coup arrive, ce moment où, on me conseille du mouvement et cetera. Et comme elle était prof de yoga et que j'aimais beaucoup sa description parce que c'était prof de yoga, féministe, engagée et cetera, bah, j'ai connecté avec elle. Je suis allée à quelques cours et j'ai beaucoup aimé ses cours et en fait, à la fin des cours, c'était drôle parce que i en fait, on se parlait, on était un petit peu gênés, mais en fait, on voyait comme si on avait envie de connecter l'une à l'autre ensemble et qu'on savait pas trop comment faire, tu vois? comme 2 petites filles qui jouent ensemble à la plage. Oui, c'est ça, mais c'était C'est cette image qui me vient sans trop discuter quoi, genre, on joue l'une à côté de l'autre et puis à un moment, hop, on arrive à se rapprocher. oui, exactement. Quand j'étais sur les cours, je pense qu'il y avait des eye contact en mode, «Ah ah, ça serait bien qu'on soit amis», mais en même temps, c'est un peu enfin, ça peut paraître un peu bizarre parce que est-ce que la personne en face, elle pense la même chose? Et en même temps, je vois que la personne en face, potentiellement, pense la même chose. Et effectivement, on en a parlé en plus il y a pas longtemps, je pense la semaine dernière en plus,
de ce truc de quand on s'est rencontrés, et elle m'a dit que c'était exactement pareil. Elle aussi, elle avait pas spécialement beaucoup, d'amis dans la région et moi non plus et je pense qu'il y a eu ce truc qu'on voulait, connecter l'une à l'autre, quoi. Donc on se parlait, comme tu dis, comme 2 petites filles en mode: «Du coup, ça va aujourd'hui? Oui?» Et comment ça s'est concrétisé après cette amitié? En fait, après les cours, on parlait, voilà, entre 2 cours et puis donc du coup, j'ai dit que moi, j'avais lancé mon activité. Donc il faut savoir qu'en plus, moi, quand j'ai lancé mon activité, je suis passée de enfin, je pense que tous les entrepreneureuses vont comprendre ça, de passer du salariat à travailler seule chez soi et n'avoir personne à qui parler de toute la journée, c'est extrêmement difficile au départ. C'est trop, trop dur, on est d'accord. Oui, j'ai eu cette étape aussi dans ma vie et c'est très dur. Ouais, c'est difficile, Ouais, hein. Franchement, ouais. c'est hyper solitaire au départ. Tu es là en mode: «Mais enfin, je où est ma vie sociale?» Du coup, j'avais ça et je lui parle de mon activité, tout ça et en fait, elle me dit: «Bah, si tu veux, moi, j'ai créé un groupe d'entrepreneuses de la région. À la base, c'est que dans le bien-être. C'est un groupe Telegram et on organise, des événements par-ci par-là, donc enfin, juste des repas ensemble. Donc si ça t'intéresse, bah, tu peux venir, quoi». Et donc du coup, j'ai rejoint le groupe Telegram et un jour, il y avait, bah, le repas de fin d'année, donc j'y suis allée. J'ai connecté, avec, pas mal de personnes. J'avais beaucoup d'appréhension à y aller, hein, à ce repas où je me suis dit: «Quoi? Non mais et si?» Ah Au bout de ouais, quelques mois, être oui. seule, je trouve que c'est super dur de re-sociabiliser derrière. Ouais et puis je pense que il y a et tu sais, il y a de l'appréhension que tu avais pas forcément avant. Moi, je veux dire quand je voyageais, j'avais aucun mal à aller voir des gens pour leur parler et tout et puis en fait, en revenant en France, en ayant plus cette capacité, cette opportunité à sociabiliser régulièrement, bah, du coup, c'est devenu assez difficile d'aller voir quelqu'un et de dire: «Coucou, moi c'est Manon». Je suis devenue beaucoup plus timide, tu vois? Et ça a duré longtemps? Du coup, là, il y a eu juste ce repas. Donc, pendant ce repas, j'ai connecté avec d'autres personnes dont, Mélanie, plus précisément et Clémence. Mélanie et Clémence, j'ai connecté avec elles lors de ce repas et puis, en fait, après, c'était l'été, donc je suis partie en vacances. Mélanie, en fait, on a connecté un petit peu parce que, bah, je faisais pas mal de contenu, elle me suivait, donc on échangeait sur Instagram. Donc c'était, tu vois, plus ou moins de loin. On n'était pas encore, amis à ce stade-là et je pense que quand j'étais en vacances en août, Mélanie m'envoie un message et me dit, «Bah, écoute, je viens de parler avec Laetitia. Laetitia, elle est très fatiguée, de devoir tout organiser, par rapport, donc le réseau qui s'appelle Les Potentiels, par rapport aux potentiels, elle trouve que voilà, il y a beaucoup d'investissement de sa part et puis peu de résultats, en face et en gros, elle est prête à arrêter. Et Ouais. moi, enfin, Mélanie me dit, «Moi, là, je me disais, que ce serait quand même super sympa si, toi, moi, Clémence et donc du coup Laetitia, on reprenait ensemble le réseau pour réorganiser quelque chose autour». Et donc là, dans ma tête, je me suis dit: «Waouh, mais c'est trop bien!» Genre, non seulement j'avais manifesté que je voulais, un nouveau cercle, élargir mon cercle et puis, non seulement j'avais toujours voulu m'investir dans quelque chose d'un peu d'associatif, mais, j'avais jamais trouvé l'occasion ou l'opportunité de le faire, quoi. Donc voilà, donc on a lancé, l'aventure, donc en fin août, septembre, de l'année dernière, en 2024 et on a fait toute la conception des potentiels 2.0 avec, Ouais, OK. enfin un vrai objectif de réseau en fait, où c'était plus un groupe qui se rejoint pour, manger ensemble, c'était vraiment un réseau de femmes, entrepreneuses engagées, pour, la justice sociale, l'écologie et cetera et parce qu'on voulait des personnes avec les mêmes valeurs que nous et pouvoir, grandir ensemble en fait dans nos business. Donc aujourd'hui, si j'ai bien compris, toi, Mélanie et Clémence, vous gérez ce réseau qui s'appelle Les Potentiels et comment dire? Dans lequel vous accueillez d'autres femmes entrepreneurs, j'imagine? Comment ça se passe?
C'est ça. Alors, en fait, le réseau, il est même divisé en 2 parties. On a la partie business, donc effectivement pour les entrepreneuses, qui ont leurs, activités dans tous les domaines. En fait, le point commun, c'est vraiment, l'engagement. Tu vois, le fait d'être, assez engagé ou d'avoir une réflexion, en tout cas d'amorcer sur son business et comment faire pour que ce soit, plus respectueux de l'écologie interne, donc de soi-même ou de l'écologie, externe, l'environnement. Et donc oui, effectivement, du coup, on a repris, ensemble. Donc il y a la partie business et il y a la partie, girls club. Donc notamment parce qu'en fait, on était toutes les 4 littéralement dans la même situation de: «Bah, en fait, on n'a pas trop d'amis». Et c'est quand même sympa des fois de se retrouver entre filles et puis d'aller faire, des activités ensemble, sans parler business, enfin vraiment, soit aller boire un verre, on a organisé des book, clubs, on a organisé des événements, skate et roller, enfin que des plein d'événements comme ça qui permettent de sociabiliser, de créer un lien avec d'autres femmes. Quand on a préparé cet épisode, tu m'as dit que vous étiez plusieurs de ce petit groupe à être neurodivergentes. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu ce que ça apporte à votre relation, à votre amitié? C'est super intéressant comme question et c'est vrai quand on en a parlé, ça m'a poussée à me questionner là-dessus. Heu, j'ai même, interrogé, l'une d'elles, voilà, de dire, «Est-ce que tu penses que ça change quelque chose?» Et donc du coup, elle m'a répondu: «Peut-être au niveau de l'intensité». Mais je dirais que moi, j'ai découvert cette année, du coup, que j'ai un TDAH. Voilà, ça fait, énormément sens pour moi sur plein de choses. Alors c'est quelque chose depuis plusieurs années qu'on me dit de manière extérieure. J'ai même des clientes TDAH qui m'ont fait plusieurs fois, la réflexion en mode, tu essaye de voir cette piste-là. D'accord, C'est-à-dire qu'elle l'avait reconnu, voilà. Donc c'est mes clientes qui m'ont permis d'aller aussi vers ce diagnostic, ce pré-diagnostic, plus exactement. Et donc en fait, il s'avère que dans le groupe, donc je vais pas citer, les noms, dans les détails pour pas outer, Jacqueline, mais il y en a une, qui a trouble du spectre, autistique et TDAH parce que souvent ça peut pour 50 des autistes, ça va souvent avec un TDAH. Donc je dirais que ce qui est intéressant, c'est que, on a en termes de temporalité, on a eu ce diagnostic, ensemble et ça permet d'ouvrir beaucoup de discussions, en fait. Et je pense que sur ça, ça a changé beaucoup de choses sur le fait de déculpabiliser sur, notre neuroatypie. Parce que en fait, quand on est neuroatypique et qu'on grandit, dans un environnement qui nous conditionne, en termes, voilà, par exemple, à l'école, il faut avoir une certaine méthodologie, il faut être très, stable en termes, d'énergie, enfin de tout en fait. Et en fait, bah, moi, par exemple, qui suis TDAH, c'est pas possible de fonctionner comme ça. Donc du coup, il y avait beaucoup culpabilité quand j'étais petite à me dire: «Peut-être que je fais pas assez attention aux autres, peut-être que je fais pas assez d'efforts, peut-être que je suis pas assez, peut-être que» et tous ces questionnements, en fait. Et cette prise de conscience de me dire: «Ah bah non, en fait, c'est juste que mon cerveau, il fonctionne différemment. C'est juste qu'en fait, je vais peut-être avoir des périodes d'hyper focus où je vais être, à fond sur une tâche pendant plusieurs semaines, plusieurs mois et donc du coup, la difficulté, ça va être de prendre soin de moi». Et puis après, des moments où, j'ai plus du tout de dopamine, je suis vidée, j'ai plus rien à faire, donc j'anticipe les phases de repos. Et je pense que du coup, ce que ça change une petite anecdote, typiquement, hem, par exemple, pour moi, le fait de faire la vaisselle, c'est extrêmement compliqué. C'est une des activités où, vraiment, typiquement, pendant très longtemps, je pensais que c'était moi, que j'étais feignante, que je voulais pas faire la vaisselle et cetera. En fait, c'est juste que ça me procure pas de dopamine immédiatement et du coup, ça crée, un espèce de cercle où je suis là en mode: «Non, je peux pas le faire maintenant» et en fait, ça devient, source d'angoisse parce que je me retrouve parfois immobilisée en mode je sais que je dois faire la vaisselle et je peux être, scroller pendant des heures sur mon téléphone avec cette idée dans la tête et ça va me figer, en fait, tu vois? Une fois, j'ai
j'ai pas pu, j'arrivais vraiment pas et j'avais une montagne de vaisselle et j'ai dit: là seule je peux pas» et j'ai j'ai demandé dans le groupe des filles, je leur ai dit: «Les filles, est-ce que vous pouvez m'envoyer des audios comme si vous commentiez un match de foot?» alors que en fait, c'est pour m'encourager à faire la vaisselle et c'était très drôle parce que du coup, ça m'a redéclenché de la dopamine, que c'était vraiment et on y va et Manon prend une assiette et elle frotte, elle frotte, elle frotte et du coup, ça m'a beaucoup aidée à ce moment-là. Tu sais bien utiliser les mots de dopamine et cetera, j'imagine. Heu, Tu as discuté avec des professionnels? Tu as fait des recherches? J'ai surtout fait des recherches, alors il faut savoir qu'en France, le diagnostic complet coûte plus de 500 €. Donc j'ai pas été jusqu'au bout du diagnostic. J'ai fait des pré-diagnostics, donc un, officiel et un petit, carnet en fait, qui est beaucoup utilisé, en tant que pré-diagnostic, qui est fait par, une nana qui s'appelle ta coach TDAH et qui est extraordinaire parce qu'elle vient, en fait, elle vient expliquer concrètement dans la vie quotidienne comment ça se met en action. Par exemple, le fait de faire, beaucoup de listes ou d'écrire des choses sur les mains pour pas oublier ou, les mécanismes en fait qu'on a pu mettre en action depuis l'école pour compenser, et s'adapter au système de manière générale. Donc c'était super intéressant et quand je l'ai fait, c'était très évident et en fait quand j'ai posé ce mot-là, que j'ai vu en fait, l'étendue et tout, ça expliquait tellement de choses de ce que je pensais être ma personnalité ou tellement de choses en fait, que depuis que j'étais petite et ça m'a tellement déculpabilisée sur énormément de choses que je me suis dit: Ça peut être que ça en fait». Parce que ce mot, il fait sens, il fait énormément sens. Et vous en avez discuté de façon approfondie avec l'autre personne du groupe, qui a un trouble du spectre autistique? Oui et qui, elle, a enclenché pareil le diagnostic. Donc elle, de manière, plus officielle parce que je crois que sur, le spectre autistique, c'est pas la même chose que sur le TDAH en tout cas. Alors ce qui est marrant, c'est que quand elle a commencé à nous en parler, c'était évident parce que, déjà elle a un carnet du savoir où elle note dans les détails plein de petites anecdotes où elle va faire elle va faire des focus sur des choses où elle va se passionner pour des trucs pendant plusieurs mois et elle va être, très là-dessus et puis, même dans les interactions sociales et cetera. Hem En fait, quand tu sais un petit peu comment marche le spectre autistique, en fait, tu le vois quand même. D'accord, C'est ouais. pas visible d'un point de vue extérieur, mais quand tu la connais, en fait, c'est évident, quoi. Et pareil pour mon TDAH. Alors le jour où je l'ai su, j'étais en mode pour moi, c'était une révolution et en fait, c'est marrant parce qu'à chaque personne que je l'ai dit, personne n'a eu une réaction. Même là, quand je l'ai dit dans ce groupe d'amis qu'on a appelé le pouvoir des 4. Ouais. Heu, que je leur ai dit, j'ai dit: «C'est bon en fait, j'ai fait le pré-diagnostic et tout» et vraiment j'étais assez élevée sur pas mal de choses et cetera et en gros, elles ont à peine réagi et j'étais limite vexée. J'étais en mode: «Mais pourquoi? Enfin, c'est un truc de fou» et elles m'ont dit: «Ah non, mais on est désolé en fait, on pensait que enfin, pour nous, c'était évident». Et en fait, tout mon entourage, à chaque fois que je leur parlais de ce diagnostic, chaque personne m'a répondu: «Bah, en fait, ouais, en fait, ça paraît évident». Mais les gens qui sont autour de toi, ils t'apprécient, comme tu es là aujourd'hui, qu'il y ait un mot pour définir qui tu es ou pas finalement. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est bien dit, effectivement. Des fois, tu sais, c'est tellement, libérateur parce que tu as une nouvelle connaissance sur toi et tout Oui, et du coup, ouais, sur le moment, j'étais en mode: «Mais pourquoi vous avez pas pourquoi vous avez pas réagi? C'est quand même un truc de ouf». ouais, Bah non, c'est pas un truc de ouf parce qu'on le sait quand même, ça se voit. ouais. Ça me donne envie de te poser une petite question bonus, sur ce sujet, avant, qu'on arrive doucement vers la clôture de cet épisode. Si, tu devais donner un conseil ou je sais pas, un avis, un tips, quelque chose pour quelqu'un qui, à quelqu'un ou à une femme qui se pose des questions sur ces sujets-là, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil ou comme info?
Déjà, alors de ne pas se renseigner sur les réels qu'on peut voir sur TikTok ou Instagram parce que tout est symbole de TDAH, par exemple, c'est ou de ADHD ou enfin vraiment, c'est trop drôle quoi. Si tu oublies de faire un truc, ça veut dire que Ouais, que donc non, ça c'est non, on on le regarde sait. pas ça. Non, on regarde pas ça ou en tout cas on se fie pas à ça. Hem, je dirais que c'est déjà d'aller se renseigner, donc s'informer, d'aller chercher des sources fiables pour s'informer. Pour le TDAH, par exemple, ta coach TDAH Ouais. est très bien pour ça. Elle a fait un petit livre sur le sujet. Elle fait pas mal de contenu sur Instagram. Elle a un site avec plein de ressources. Pour le spectre autistique, ça serait, de se rapprocher aussi d'un psychiatre, donc qui est spécialisé. C'est lui qui va pouvoir poser le diagnostic et j'insiste bien sur le spécialisé, en fait. Parce qu'en fait, ce qui est compliqué, c'est qu'à l'âge adulte, les diagnostics sont beaucoup plus difficiles que quand on est enfant. Parce que, en fait, typiquement, sur les problèmes d'attention, c'est compliqué de savoir si c'est là depuis toujours ou si ça s'est développé avec le temps. Surtout qu'aujourd'hui, on va pas se mentir, on a tous des problèmes d'attention, notamment avec les réseaux sociaux Tout et à tout fait. ça, donc Ouais. ça vient exacerber, en fait, toutes ces choses-là. Mais ouais, je dirais que si on se pose la question, c'est ouais, c'est d'aller creuser ça parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes neurodivergentes qu'on pense le croire Ouais. et que voilà et que je pense que, comme c'est beaucoup de choses liées au, comment? À l'environnement aussi, et qui peuvent se développer avec l'environnement, bah, nos environnements aujourd'hui font probablement que, il y a beaucoup de neurodivergences qui s'expriment et se développent aujourd'hui donc ne pas hésiter à aller chercher, les personnes fiables, à se renseigner, à avoir, quelqu'un de spécialisé pour poser un diagnostic. Et est-ce que faire ça, soit avoir un diagnostic, un pré-diagnostic, c'est quand même une forme de soulagement pour soi-même? Ouais, alors moi je l'ai fait par curiosité à la base. Je pense que la première fois que j'ai une, cliente, voilà Sandra si elle passe par là, qui est, sophro-analyste spécialisée dans l'anxiété et cetera. Elle a fait un super podcast, suite, à son accompagnement, sur l'anxiété qui s'appelle Mission Anxiété 0 et elle est, TDAH donc diagnostiquée depuis quand même assez longtemps. Elle m'a envoyé, elle, le diagnostic, enfin le pré-diagnostic officiel et j'ai ressenti tellement d'anxiété à le faire au départ que je l'ai laissé de côté, en fait, pendant très longtemps D'accord. et j'ai pas osé le faire. Par contre, celui de ta coach TDAH, vu qu'il était plus simple et plus abordable, j'y suis allée. Hem et maintenant avec du recul, je me rends compte qu'en fait, je pense que j'avais peur aussi quelque Mmh. part de faire ce diagnostic et puis ça me paralysait en fait et donc du coup, je l'ai fait par curiosité et je m'attendais pas du tout à ce que ça allait m'apporter derrière, c'est-à-dire un gros soulagement et une grosse déculpabilisation sur, comme je disais en fait sur mon vécu, enfin sur le fait que, on m'ait toujours dit que, j'avais la tête dans la lune, que parfois, parfois on peut me parler et tout d'un coup, en fait, on a l'impression que j'écoute plus et donc dans ma tête, tu vois, tout ça, c'était parce que je faisais peut-être pas assez attention à mon environnement ou aux autres. Alors qu'en fait, pas du tout. C'est juste qu'il y a des stimulations parfois qui sont trop fortes et Ouais. qui sont difficiles pour moi de canaliser. Donc ouais, ça apporte beaucoup. Après, il y a une phase aussi, qui peut être une phase de régression quand on apprend le diagnostic, parce qu'on commence à conscientiser en fait, tout dans notre quotidien relatif aux troubles et oui, j'avais une période où, mon cerveau il partait dans tous les sens, enfin vraiment c'était, l'exacerbation du trouble que j'avais, enfin conditionné aussi, pendant des années. Donc c'est retrouver des nouveaux mécanismes et ça aide pour la suite pour comprendre, pour mieux se comprendre et se dire: «OK, bah, là, par exemple, je rentre dans une période d'hyperfocus». Donc c'est-à-dire, c'est une période où je vais être à fond dans l'intensité sur une tâche, un lancement et cetera et où je vais pas être je vais pas être en capacité. Ça va être très difficile pour moi de faire attention à mes propres besoins, même pour aller aux toilettes, manger, voir des amis, dormir ou ce genre de choses. Mais ça m'arrive enfin, ça me permet d'anticiper aussi et de me dire: «OK, dans ces périodes-là, peut-être qu'est-ce que je peux faire pour prendre
soin de moi et pas me maltraiter en fait. Ouais. Et comment du coup le fait d'être avec ce groupe d'amis, ça me permet aussi voilà, de demander de l'aide quand j'en ai besoin. Où est-ce qu'on peut découvrir ton activité et suivre ton actualité? Alors principalement sur Instagram, voilà, je suis ta coach média, tout attaché. Vous pouvez aussi me suivre sur, LinkedIn, Manon Marquez, ES à la fin. Voilà, mais je suis beaucoup plus active sur Instagram quand même principalement où je poste, pas mal de contenu. Donc n'hésitez pas à venir me suivre là-dessus et à suivre mon actualité. OK, super, merci beaucoup Manon. Merci beaucoup Elodie. C'était l'épisode 58 du podcast Gang de copines. Merci de ton écoute. C'était vraiment un épisode très riche. On a parlé évolution de cercle amical, rupture amicale, meilleur ami, solitude dans l'entrepreneuriat, création de collectifs de femmes, neurodivergence et je pense que j'en oublie. Je remercie énormément Manon d'avoir partagé avec autant de douceur et de sincérité toutes ces expériences de la sororité. Pour terminer cet épisode, j'ai une question pour toi. Quel est le sujet qu'on a abordé ici et que tu aimerais que je creuse davantage ? Avec toi peut-être ? J'attends ta réponse en commentaire sur Spotify ou en MP sur Instagram. Le compte c'est Gang de copines podcast et pote, ça s'écrit comme une pote. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode. À bientôt!